Bonjour, dans cette séquence je vais te présenter une petite introduction à la génétique qui est une branche assez complexe de la biologie et qui a trait aux caractères héréditaires, c'est-à-dire des caractères qui se transmettent d'une génération à la suivante via la reproduction. Alors, comme son nom l'indique, la génétique est donc l'étude des gènes, de la manière dont ils s'expriment dans l'organisme et surtout la manière dont ils se transmettent d'une génération à la suivante par la reproduction, c'est-à-dire la manière dont ils se transmettent d'un parent à son enfant. Tu peux t'en douter, la génétique a un lien très étroit avec la molécule d'ADN qu'on voit ici, cette petite structure hélicoïdale, et plus particulièrement avec ce que l'on appelle le chromosome, qui est cette petite structure en X ici, chromosome qui est essentiellement composé d'ADN. Depuis toujours, les scientifiques de l'époque se sont intéressés à la génétique puisqu'ils avaient remarqué qu'il y avait une étrange ressemblance physique entre un enfant et ses parents, mais également entre un enfant et ses frères et sœurs. Donc ils en avaient bien vite conclu qu'indéniablement il devait exister un lien entre les caractères d'un individu, qu'il s'agisse tout simplement d'un être humain comme moi, qu'il s'agisse d'un animal, ou voire même d'une plante par exemple, puisque tous les coquelicots se ressemblent, toutes les marguerites se ressemblent, eh bien, les caractères d'un individu devaient dépendre de ceux de ses parents. Il devait exister un lien entre ces caractères. C'était la seule manière pour expliquer cette ressemblance physique. Eh bien, fort de ces connaissances qu'ils venaient d'acquérir, quoique très basiques, mais bon voilà, c'était ce qu'ils avaient conclu à l'époque, eh bien, ils ont décidé d'utiliser ces connaissances pour améliorer leur confort de vie. Typiquement dans les domaines de l'agriculture, dans le transport, puisque pour rappel, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de tracteur non plus, eh bien, ils utilisaient des chevaux pour tirer des calèches, ou alors des chevaux pour tirer des charrettes remplies de foin, remplies de paille. Eh bien, pour ça, ils avaient bien besoin de chevaux d'une corpulence robuste pour pouvoir tirer de lourdes calèches, etc. Et il s'était dit, donc puisque les caractères dépendaient de ceux de ses parents, il s'était dit que du coup, en croisant un cheval de corpulence robuste avec un autre cheval de corpulence robuste, alors lorsque je dis croiser, c'est bien, cela signifie qu'il va y avoir reproduction entre ces deux chevaux, et bien lorsque l'on croisait donc ces deux chevaux de corpulence robuste, forcément le poulain qui allait naître de cette reproduction, eh bien serait de corpulence robuste également, vu la corpulence de ses deux parents. Eh bien dans la même logique, il semblait que croiser un cheval de corpulence robuste, mais cette fois avec un cheval de corpulence maigrichonne, puisqu'ici on voit ses côtes qui dépassent, eh bien le poulain qui allait naître de ce croisement, de cette reproduction, eh bien le poulain serait d'une corpulence moyenne, c'est-à-dire une moyenne entre la corpulence ici d'un de ses parents, la corpulence de l'autre. Ici, lorsque l'on croise un cheval robuste avec un cheval maigrichon, cela donne un cheval d'une corpulence normale. Autrement dit, ce modèle qu'ils avaient élaboré à l'époque, c'est ce qu'ils ont appelé le modèle d'hérédité par mélange. À savoir que le caractère de l'individu, de l'enfant, serait un mélange entre celui de ses deux parents. Tel était donc le lien qu'ils avaient trouvé entre les caractères ici d'un individu et celui de ses parents. Ce serait un mélange. Eh bien à l'époque, effectivement, il y avait énormément d'observations qui étaient vérifiées par ce modèle d'hérédité par mélange, qui était expliqué par ce modèle d'hérédité par mélange. Il suffit par exemple de considérer une famille où le papa a la peau de couleur foncée, la maman a par contre la peau de couleur claire. Et bien effectivement, on constate que les enfants ont une peau de couleur intermédiaire entre celle des deux parents. C'est ce que l'on appelle le métissage. La couleur de peau serait un mélange entre la couleur foncée du papa, la couleur claire de la maman. C'est donc bien un mélange qu'on a dans les caractères. De la même manière, dans la nature, on peut trouver des perroquets au plumage de couleur assez vive, et typiquement soit des plumes de couleur jaune ou alors des plumes de couleur bleue. Eh bien, il apparaît que lorsque l'on croise ces deux perroquets entre eux, lorsqu'il y a reproduction entre ces deux perroquets, eh bien que le petit perroquet qui naît de cette union, eh bien a une couleur de plumage qui est un mélange entre celle des deux parents, un mélange de jaune et de bleu, ça donne bien du vert. Ces exemples donc sont bien vérifiés par le modèle d'hérédité par mélange. Malheureusement, il y avait également d'autres observations qui, cette fois, ne pouvaient être expliquées par le modèle d'hérédité par mélange, c'est-à-dire qu'à l'époque, les scientifiques ont dû se confronter à des obstacles, à des exemples qu'ils ne pouvaient malheureusement pas expliquer. Il suffit tout simplement de considérer la couleur des yeux des humains sur Terre. Eh bien, on peut rencontrer des gens aux yeux clairs, on peut rencontrer des gens aux yeux foncés, et
lorsque l'on effectue un croisement, lorsqu'il y a reproduction entre, par exemple, un papa aux yeux de couleur bleue et une maman aux yeux de couleur brun, eh bien le modèle d'hérédité par mélange aurait prédit que la couleur d'yeux des enfants soit un mélange entre les deux, à savoir un mélange entre le bleu et le brun. Tu t'en doutes, ça n'est absolument pas ce que l'on observe dans la vie de tous les jours, puisque lorsqu'il y a reproduction entre un papa aux yeux de couleur bleu et une maman aux yeux de couleur brun, eh bien les enfants peuvent avoir les yeux bruns, les enfants peuvent avoir les yeux bleus, mais en aucun cas ils n'auront des yeux d'une couleur mélange entre les deux. Cet exemple, ne peut donc être expliqué par le modèle d'hérédité par mélange. En réalité, ils mettent en défaut la théorie élaborée par les scientifiques de l'époque. Et du coup, puisque ce modèle d'hérédité par mélange, si pas totalement faux, puisqu'on l'a vu, il y a des exemples qui concordent avec ce modèle, eh bien si ce modèle s'avère quelque part incomplet, eh bien quelle est la théorie complète? Qu'est-ce qui peut bien expliquer la couleur des yeux des enfants en sachant la couleur des yeux des parents? Eh bien à l'époque, Mendel s'est intéressé à la question. Mendel, qui est un botaniste autrichien du 19e siècle, ici 1822-1884, il s'est beaucoup intéressé à la question de la ressemblance physique, puisque ça aussi, ça le titillait, la ressemblance physique, et du coup, pour comprendre en fait ce qui se cachait, pour comprendre la théorie, le mécanisme qui se cachait derrière la génétique, eh bien il a effectué énormément d'expériences. Et ces expériences, il les a transcrites, il les a résumées, et surtout ses conclusions, dans plusieurs ouvrages, notamment le plus connu qui s'appelle Les lois sur l'hérédité, publié en 1865, quelquefois également appelé Les lois de Mendel, tout simplement en hommage aux travaux de Mendel. Eh bien, l'expérience la plus connue que Mendel a effectuée, c'est une expérience qu'il a effectuée sur des pois. Et oui, il s'agit bien des pois, des petits pois qu'on retrouve dans notre assiette. C'est ce que l'on appelle plus communément des pois cultivés, ou alors Pisum sativum en latin. Et pour mener à bien cette expérience, eh bien Mendel a dû effectuer des croisements. Comme on l'avait vu, un croisement entre un perroquet jaune et un perroquet bleu, eh bien il a dû effectuer des croisements entre pois. Alors la fécondation chez les pois, ça peut te sembler un petit peu particulier, c'est pour ça que je vais passer quelques instants à te l'expliquer. La fécondation chez les pois s'effectue par ce que l'on appelle l'allofécondation. L'allofécondation, voilà, il y a le petit préfixe allo en grec qui signifie autre. Autrement dit, cela signifie que pour la reproduction, pour la fécondation chez les pois, on a besoin que la petite cellule reproductrice mâle vienne féconder la petite cellule reproductrice femelle du pois pour créer une petite graine qui allait ensuite donner un enfant. C'est le même style de fécondation que chez l'être humain. Autrement dit, chez l'être humain, on a besoin que la cellule reproductrice de l'homme, ce que l'on appelle le spermatozoïde, vienne féconder la cellule reproductrice de la femelle, de la femme, ce que l'on appelle l'ovule. Et ensuite, quand l'ovule est fécondé, eh bien, cela donne un enfant. Et c'est ce mécanisme que Mendel a utilisé pour pouvoir effectuer une fécondation croisée entre un pois et un autre. Mendel est donc parti de deux pois. Alors, ça peut te sembler un petit peu curieux parce que ce pois-ci est de couleur jaune et pourtant, effectivement, nous on a plutôt l'habitude de voir des pois de couleur verte dans notre assiette, mais pense tout simplement aux pois chiches. Les pois chiches sont de couleur jaune et il apparaît qu'en fait une majorité de pois sont plutôt de couleur jaune et non pas verte. Enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Mendel est donc parti de deux pois, un pois de couleur jaune, un pois de couleur verte, et il a effectué une fécondation croisée entre ces deux pois pour obtenir une première génération d'enfants issus du croisement entre ces deux-là. Et bien pour ce faire, il a pris, comme j'ai expliqué à la diapositive précédente, il a pris une petite cellule reproductrice du pois jaune, une petite cellule reproductrice du pois vert qu'il a croisées ensemble pour les féconder et cela a donné un enfant, un petit pois de couleur jaune. Voilà, ça c'était ce que Mendel observait. Il a réitéré l'expérience, c'est-à-dire qu'il a repris une cellule reproductrice du pois jaune, il a repris une cellule reproductrice du pois verte, il les a mises ensemble, fécondées, et cela donnait à nouveau un enfant, un pois de couleur jaune de nouveau. Il a refait cette expérience une troisième fois, je pense que tu as compris le mécanisme, et ce qui en résulte, c'est encore un enfant, un pois de couleur jaune. Encore et encore et encore, une quatrième fois, de nouveau un pois de couleur jaune. Et puis si je répète l'expérience, enfin si Mendel répétait l'expérience à l'infini, eh bien il apparaissait que
tous les enfants de première génération issus de ces deux pois sont de couleur jaune, ce que je représente ici par 100% jaune, puisque tous ces pois issus de la première génération sont de couleur jaune. Ça peut être un petit peu particulier et un petit peu curieux, sachant qu'effectivement il y a un des deux parents qui est de couleur verte et que pourtant aucun des enfants n'a l'air d'être vert, ou alors aucun des enfants n'a l'air de présenter la couleur verte, comme si le vert avait disparu. Ensuite, Mendel, pour continuer son expérience, a décidé de faire une fécondation croisée entre deux enfants de première génération. Par exemple, entre ce pois-ci et ce pois-ci. C'est-à-dire qu'effectivement, cette fois, on a une fécondation entre deux pois jaunes. Et ce qu'il a observé en deuxième génération, ce sont de nouveau 4 pois, enfin, beaucoup plus de pois, mais ce qu'il a surtout observé, c'est l'apparition de nouveau de la couleur verte, c'est-à-dire que un des enfants de deuxième génération, un des pois de deuxième génération est de couleur verte, alors que le vert avait totalement disparu de la première génération. Et ce résultat, qui est très curieux, a énormément titillé en fait l'esprit de Mendel. Qu'est-ce qui pouvait expliquer que ce vert réapparaisse en deuxième génération alors qu'il avait totalement disparu de la première génération? Et surtout, comment se fait-il que le vert soit si peu représenté? Puisque tu le vois ici dans le dessin, il y a énormément de jaune, beaucoup de pois jaunes, alors qu'on n'a que quelques pois verts. Et donc en deuxième génération, nous obtenions un pois vert pour 3 pois jaunes, un quart vert, 3 quarts jaunes, 25%, 75%. Eh bien, pour expliquer que ce vert réapparaisse en deuxième génération, puisque Mendel voulait comprendre, évidemment, ça c'est ce qu'il avait observé, mais maintenant il voulait élaborer une théorie, il voulait comprendre le mécanisme qui se cachait derrière, eh bien, il a émis l'hypothèse que, quelque part, pour que le vert réapparaisse en deuxième génération, c'est qu'il devait se retrouver en première génération, mais sous forme dissimulée, sous forme cachée, puisque forcément, étant donné que les pois sont jaunes, s'il y avait du vert quelque part, ça devait être de manière cachée, non visible pour nous. Et donc, il a émis l'hypothèse qu'en fait, même si les pois sont de couleur jaune, eh bien, il devait y avoir quelque part deux facteurs. Ce que j'indique ici par 2 cases en dessous de chaque pois. Forcément, un des 2 facteurs est jaune, puisque les pois sont de couleur jaune à l'œil, mais quelque part, le deuxième facteur devait être vert. Il devait se cacher quelque part un facteur vert pour expliquer qu'en deuxième génération, on a une réapparition de la couleur verte. Sinon, si Mendel n'émettait pas cette hypothèse, comment expliquer autrement qu'il y ait un pois de couleur verte qui réapparaisse en deuxième génération? Et donc, telle était donc l'hypothèse émise par Mendel à l'époque, c'est-à-dire que le caractère observé, ici c'est la couleur des pois, eh bien ce caractère est commandé par 2 facteurs. Ici c'est bien ce qu'on a, 2 facteurs, un jaune et un vert. Et ceci était valable pour tous les pois, mais je m'intéresse seulement aux pois de cette génération, puisque c'est ce croisement-ci qui donne un résultat surprenant. Bien partant de cette hypothèse, il a donc essayé de la vérifier pour voir si ce qu'il disait n'était pas n'importe quoi, est-ce que ça avait du sens, est-ce que ça pouvait mener à une théorie. Et donc pour ça, il s'est bien sûr intéressé au poids dont je viens de parler, qui serait commandé par 2 facteurs, et il a essayé de comprendre, lorsque l'on croisait un poids commandé par 2 facteurs avec un autre poids commandé par 2 facteurs, il a essayé de comprendre d'où pouvaient provenir les résultats. Et pour ce faire, il a décidé de scinder ces 2 facteurs. Ici, on avait une couleur jaune, une couleur verte. Et bien, si on scindait le jaune et le vert, eh bien, c'est ce qu'il a fait en dessinant des petits tableaux. Ici, voilà un tableau. Et il a scindé le jaune et le vert. Et il a indiqué, par exemple, jaune ici, vert ici. Étant donné qu'on croisait un pois jaune avec un autre pois jaune, eh bien, on rescinde les 2 couleurs, jaune et vert. Et on va effectuer un croisement entre ce pois-ci, qui est jaune-vert, et ce pois-ci, qui est également jaune-vert. Alors la manière de remplir ce tableau est assez simple et intuitive, tout simplement, puisqu'il y a du jaune ici, je l'indique là, et puisqu'il y a un jaune là, je l'indique ici également, puisqu'il y a du vert là, je l'indique là, et puisqu'il y a du jaune, j'écris le jaune là, ainsi de suite, puisqu'il y a du jaune, je l'écris là, du vert, je l'écris là, et enfin, pour le dernier, tu as compris, double vert. Revenons maintenant sur la conclusion qu'on avait tirée de l'observation des pois de deuxième génération. Pour rappel, nous avions observé, Mendel surtout avait observé à l'époque, qu'on avait une proportion de 1 quart pour 3 quarts, 25% de vert pour 75% de jaune. Comme je rappelle ici, un pois vert pour
3 poids jaunes. Et bien maintenant, il s'agit de trouver un lien, de trouver une relation entre cette conclusion que nous avions après la deuxième génération et ce tableau que Mendel a construit sur base de son hypothèse. Il s'agit donc de trouver un lien qui pourrait mener à une théorie. Est-ce qu'il y a effectivement un lien? Est-ce qu'on peut en déduire quelque chose de logique et en créer une théorie? Eh bien, partons de ce poids vert qui nous pose quelques petits soucis depuis tantôt, qui nous titille, et constatons que dans le tableau construit par Mendel, il n'y a qu'une case qui pourrait correspondre à ce poids vert, autrement dit, cette case-ci, puisqu'il y a 2 facteurs verts. Cette case-ci correspondrait donc au poids de couleur verte. On trouve donc un premier lien entre nos 2 modèles. De la même manière, ici, nous avons une case où il y a 2 facteurs de couleur jaune. Puisqu'ici, les 2 facteurs de couleur verte donnaient un poids vert, ici, les 2 facteurs de couleur jaune donneraient un poids jaune. On a donc trouvé un deuxième lien. Celui-ci correspond à un des 3 poids de couleur jaune. Il reste 2 cases dans le tableau qui n'ont pas encore été expliquées, et il reste 2 poids ici. Bien forcément, c'est que ces 2 poids ont un lien avec les 2 cases. Ceci signifierait que ces 2 cases qui sont pourtant mixtes, c'est-à-dire qu'il y a du jaune mis en présence du vert, et pourtant ces 2 cases, bien qu'il y ait les 2 couleurs qui soient représentées, ces 2 cases correspondraient à des poids de couleur jaune. Ce qui signifierait que d'une certaine manière, lorsque le vert est mis en présence du jaune, quelque part il est dissimulé par le jaune, comme s'il se faisait écraser par le jaune et que, en quelque sorte, le jaune l'emportait sur le vert lorsqu'ils sont mis en présence l'un de l'autre. Ici, de la même manière, le jaune est mis en présence du vert et pourtant, il apparaîtrait que le poids soit de couleur jaune à l'œil. On a donc trouvé un lien entre le tableau construit par Mendel sur base de son hypothèse et les observations. Ça commence à se clarifier, ça commence à devenir clair dans l'esprit de Mendel. Avant de continuer, Mendel a introduit plusieurs notions de vocabulaire, typiquement ce que j'appelle des facteurs depuis quelques minutes. Mendel a appelé ça plus proprement un allèle. L'allèle vert, l'allèle jaune, c'est comme si c'était les facteurs. Et il a introduit également 2 qualificatifs, à savoir dominant et récessif. Tu le comprends bien ici dans cet exemple, l'allèle jaune est dominant, l'allèle vert est récessif. Comme son nom l'indique, le dominant va dominer sur le récessif, il va l'emporter. Lorsque l'on met un dominant en présence d'un récessif, le dominant l'emporte face au récessif, ce que j'indique ici. Alors tu t'en doutes, Mendel dans ses ouvrages ne s'est pas amusé à faire des petits dessins avec des couleurs dans tous les sens, il a plutôt essayé d'écrire ça proprement à la main, et pour ça il a dû introduire plusieurs conventions, notamment une convention d'écriture pour les allèles, et il a décidé que pour symboliser un allèle dominant, on écrirait ceci par une lettre majuscule. Pour symboliser un allèle récessif, on l'écrirait avec une lettre minuscule. Je peux donc traduire, on va dire, ce tableau-ci en lettres, tout simplement en remplaçant mes petites cases de couleur jaune par une lettre J majuscule selon la convention, puisque le jaune serait l'allèle dominant, et également la petite case de couleur verte, je pourrais la réécrire avec un V minuscule selon la convention, puisque le vert est bien l'allèle récessif. Et ensuite je peux réécrire le tableau en remplaçant toutes les petites cases jaunes par un J majuscule, toutes les petites cases vertes par un vert minuscule, par un V minuscule, pardon. Et donc on a bien une case qui correspond à un poids vert, qui est effectivement le couple V minuscule, ça correspond au poids de couleur verte, et les 3 autres cases correspondent au poids de couleur jaune, lorsque soit on a l'allèle doublement dominant J majuscule, ou alors les deux mis en présence, le dominant mis en présence du récessif. Ceci est la traduction de ceci, mais avec des lettres plutôt que des couleurs. Eh bien, je peux généraliser cet exemple-ci avec un autre petit symbole pour que ça soit plus clair et plus général, comme je viens de le dire. Et ainsi, l'allèle dominant, je le symboliserai par un petit bonhomme de corpulence forte, tandis que l'allèle récessif, je le symbolise par un petit bonhomme de corpulence faible. Autrement dit, lorsque je mets le petit bonhomme de corpulence faible en présence du petit bonhomme de corpulence forte, lorsque je mets un allèle récessif en présence du dominant, c'est bien celui-ci qui va l'emporter sur celui-là, parce qu'on le comprend bien, le petit ne fait pas le poids face au gros. Alors fais bien attention, ceci, ce n'est qu'un symbole
ce n'est que pour que tu comprennes, mais ceci n'a aucun rapport avec la corpulence chez les hommes, ok? C'est juste un petit symbole. Et bien avec ces deux allèles, je peux créer 4 arrangements possibles, ce que je symbolise par 4 doubles cases, 1, 2, 3 et 4. Et la manière de remplir ces cases est assez triviale. Autrement dit, je peux avoir un couple doublement dominant, je peux également avoir un couple mixte et un deuxième couple mixte. L'ordre ici est différent, mais pourtant l'ordre n'a aucune importance. Tu comprends que si je mets le dominant en présence du récessif ou le récessif en présence du dominant, ça revient exactement au même. Et enfin, mon dernier couple, c'est doublement récessif. Intéressons-nous au premier couple d'allèles qui est le dominant et le dominant. Eh bien, lorsque je fais un petit combat entre un dominant et un dominant, lequel l'emporte? Le dominant. On a donc bien que le dominant sort vainqueur du duel. De la même manière pour ces deux-ci, puisque je viens de le dire, l'ordre n'a aucune importance, donc je peux les traiter de la même manière, c'est identique. Lorsque je mets le dominant en présence du récessif, le dominant en présence du récessif, si je fais un duel entre les deux, lequel va l'emporter? C'est le dominant, c'est le principe. Et donc, le dominant, dans les deux cas, est le gagnant du duel. Et enfin, dans mon dernier cas, lorsque je mets le récessif en présence du récessif, ben, pas le choix, celui qui va l'emporter, c'est le récessif. À nouveau, Mendel a introduit plusieurs notions de vocabulaire. Typiquement, ces couples d'allèles que je viens de te présenter, c'est ce que Mendel a appelé génotype. Ce petit mot vient du grec et on peut le séparer en deux, à savoir génos qui signifie l'origine, la naissance, et puis type, ça vient aussi du grec typos, et puis ça signifie type, ou alors marque, caractère. Et donc, génotype signifierait la naissance du caractère, l'origine du caractère. C'est bien, effectivement, ici, on est à l'origine de ce qu'on obtient là. Ces 4 couples ici, ces 4 couples d'allèles sont bien à l'origine des résultats obtenus ici. Et donc les génotypes, ces 4 couples d'allèles-là sont bien des génotypes, ou alors, plus scientifiquement parlant, une composition allélique du gène. De la même manière, ceci, c'est ce que Mendel a appelé phénotype. Phénotype provient également du grec. Phénos, ça veut dire voir, c'est un verbe en grec qui signifie voir, et typos, bien je l'ai dit précédemment, c'est le type, la marque, la caractéristique. Eh bien cela signifie bien que c'est la caractéristique visible de l'individu. Tout simplement, si je fais un parallèle avec l'exemple des poids que j'avais fait précédemment, lorsque j'avais par exemple un génotype doublement récessif, vert, eh bien le phénotype que j'observais finalement, c'était que le poids était de couleur verte. De la même manière, lorsque j'avais du vert mis en présence du jaune, avec un génotype mixte vert-jaune, eh bien le phénotype que j'observais au final, c'était la couleur jaune, c'est bien le dominant. Et bien justement, revenons sur cet exemple des poids de Mendel, revenons sur l'observation que Mendel avait pu observer, et connaissant les phénotypes des poids, puisque l'on connaît la caractéristique visible des poids, on connaît la couleur des poids, eh bien essayons maintenant de trouver les génotypes des poids. C'est pour ça que j'indique des doubles cases en dessous de chaque poids, puisqu'on va essayer de trouver le couple d'allèles pour chaque poids, on va essayer de retrouver la composition allélique de chaque poids. Eh bien partons de ce poids-ci, qui est un poids vert, et comme tu sais, le vert est l'allèle récessif. Autrement dit, si le phénotype qui en ressort est le phénotype récessif, c'est forcément que le génotype est le génotype doublement récessif. Rappelle-toi de la diapositive précédente, lorsque le phénotype était récessif, c'est parce que le génotype était doublement récessif. Alors, il faut savoir qu'un parent transmet un allèle, un de ses allèles, à chacun de ses enfants. Étant donné que ce poids a 2 allèles identiques, qu'est-ce qu'il peut transmettre à l'ensemble de ses enfants? Un V. Il n'y a que ça qu'il peut transmettre puisqu'il n'a que 2 V et que ces V sont identiques. Ce qui signifie que l'ensemble de ses enfants reçoivent un allèle vert. C'est pour ça que j'indique un petit V dans le génotype de chacun des enfants. Eh bien, concernant ces enfants, ils sont de phénotype jaune. Ils sont de phénotype dominant. Alors à la diapositive précédente, on avait vu 2 cas qui correspondaient à un phénotype dominant, soit parce que leur génotype était doublement dominant, ce qui n'est pas possible puisqu'on a déjà un des 2 allèles qui est récessif, soit parce que leur génotype était mixte, dominant-récessif. Visiblement, c'est le cas ici, puisque, comme je viens de le dire, un des allèles est récessif, ce qui signifie que l'autre allèle est donc forcément dominant pour correspondre à un phénotype dominant.
ces 4 poids ici, et tous les autres d'ailleurs qui suivent de cette génération, ont donc tous le même génotype mixte vert-jaune. Étant donné que le vert est récessif et que le jaune domine par rapport au vert, on obtient bien un phénotype jaune. Alors étant donné que cet allèle provient de leur deuxième parent et qu'ils ont tous reçu le même allèle jaune, c'est que forcément ce parent-là n'a que du jaune à donner. C'est pourquoi tous les enfants ont reçu le même phénotype jaune. Concernant maintenant cette reproduction ici entre le poids jaune là et le poids jaune ici, bien je l'ai déjà fait précédemment, je vais passer un petit peu plus vite dessus. Les 4 combinaisons possibles lorsqu'on a un croisement entre celui-ci et celui-ci, c'est soit un génotype doublement jaune, ça correspond bien à un phénotype dominant jaune, soit un mixte, à savoir vert-jaune, mais comme le jaune domine sur le vert, on a bien le phénotype jaune. Ici, on peut avoir un génotype doublement récessif, et alors on a bien le phénotype récessif qui s'exprime. Et enfin, on a la dernière combinaison possible, mixte, jaune-vert, et comme le jaune l'emporte sur le vert, c'est bien le phénotype jaune qui apparaît, et que cette combinaison-ci est exactement identique à cette combinaison-là. L'ordre n'a aucune importance. On peut faire l'exercice sur une autre situation, la couleur de nos yeux, puisque je l'ai présenté comme exemple tantôt, et on peut essayer de comprendre quelle pourrait être la couleur d'yeux des enfants lorsqu'on connaît la couleur d'yeux des parents. Tout simplement, d'abord la première chose à faire, c'est d'évaluer, c'est de trouver quel est l'allèle dominant et quel est l'allèle récessif dans l'histoire. Et bien pour ça, il suffit d'observer la population sur Terre et on se rend compte en fait que beaucoup plus de gens sur Terre ont les yeux foncés, alors qu'il y a une minorité de gens qui ont les yeux clairs. Autrement dit, l'allèle dominant serait l'allèle yeux bruns, ou autrement dit, les yeux foncés, ce que j'écris par un B majuscule selon la convention de Mendel. Et pour l'allèle récessif, eh bien c'est l'autre, c'est-à-dire les yeux bleus, ou alors les yeux clairs, et c'est ce que je note par un B minuscule, toujours selon la convention. Donc, comme je disais, la question qu'on peut se poser, c'est si l'on a un papa aux yeux bleus et une maman aux yeux bruns, et que ces deux se reproduisent ensemble, eh bien, quelle pourrait être la couleur d'yeux de leurs enfants, et puis surtout dans quelle proportion? Est-ce qu'on a une chance sur 4, 2 chances sur 4, est-ce qu'on a 100% de chance, 0% de chance? Et donc voilà, c'est ce qu'on va étudier. Eh bien, pour le papa, étant donné que le phénotype du papa, c'est la couleur des yeux bleus, et que le bleu est récessif, comme on vient de le dire, c'est forcément que son génotype est doublement récessif, ce que j'indique donc par 2B minuscule. Pour la maman, par contre, c'est un petit peu plus délicat. Étant donné qu'elle a les yeux de couleur brun et que le brun est dominant, c'est-à-dire que c'est le phénotype dominant qui s'exprime, eh bien, 2 options s'offrent à nous. Soit c'est parce qu'elle a le génotype mixte brun-bleu, soit c'est parce qu'elle a le génotype doublement dominant brun-brun. Eh bien, en premier lieu, on va étudier le cas où elle aurait le génotype mixte brun-bleu. Et comme le brun l'emporte sur le bleu, on a bien le phénotype brun qui s'exprime. Alors pour continuer, il suffit de construire un tableau comme Mendel l'avait fait précédemment dans son hypothèse, et on scinde les doubles allèles ici. Voilà, j'écris B parce que j'ai scindé le génotype du papa, j'écris brun, bleu, B majuscule, B minuscule, parce qu'on scinde le génotype de la maman, et ensuite on remplit ce tableau comme on l'avait rempli précédemment. Tout simplement, il y a un B ici, on l'écrit là, il y a un brun là, on l'écrit ici, le bleu ici, je l'écris là, le brun là, je l'écris ici, ainsi de suite, le bleu là, en bas, le bleu là, je le réécris ici, et le bleu là-haut, je le réécris là, le bleu là, je le réécris là. Et ce qu'on peut en conclure de ce tableau, c'est qu'on observe qu'il y a 2 cases sur les 4 correspondent à un génotype mixte, tandis que les 2 autres cases correspondent à un génotype doublement récessif. Autrement dit, il y aurait 50% de chances, 50% d'enfants issus de ces 2 parents qui auraient les yeux bleus, parce que ici ce sont les 2 cases sur les 4 qui sont doublement récessifs, et il y aurait 50% de chances d'avoir des yeux bruns. Ça correspond aux 2 cases ici. Donc si ces 2 parents avaient 4 enfants, a priori 2 enfants sur les 4 auraient les yeux bleus, 2 enfants sur les 4 auraient les yeux bruns. Si maintenant, parce que là on avait posé que ça c'était le génotype de la maman, si maintenant la maman avait le génotype doublement dominant brun-brun, à ton avis,
est-ce qu'on aurait plus ou moins de chances d'avoir des enfants aux yeux bleus? Je te laisse quelques secondes de réflexion. Bien, la réponse est assez simple, puisque si on changeait le génotype de la maman et qu'on modifiait ce B minuscule en un B majuscule, tout simplement je devrais changer le B majuscule ici aussi, et je devrais donc ici changer le B minuscule en majuscule, et là également. Ce qui voudrait dire qu'à ce moment-là, j'aurais 4 cases sur les 4 qui seraient avec un génotype mixte brun-bleu. Autrement dit, j'aurais 100% d'enfants aux yeux bruns et 0% d'enfants aux yeux bleus. Ça peut être un petit peu curieux en sachant que le papa a les yeux bleus et que même avec ça, on aurait 0% de chance d'avoir des enfants aux yeux bruns. Mais c'est bien ça qui fait toute la complexité de la génétique et qui surtout la rend extrêmement intéressante. Avant de terminer, je voulais revenir sur l'exemple des perroquets, puisque, on l'avait dit, un plumage jaune, un plumage bleu, lorsque ces deux perroquets se reproduisent entre eux, le petit perroquet qui en est a une couleur de plumage qui est bien un mélange entre celle de ses deux parents. Et bien en réalité, dans la théorie de Mendel, c'est ce que l'on appelle la codominance. Mais ceci fera le sujet d'une séquence future si tu continues à me suivre. Je voulais juste revenir sur cet exemple pour bien insister sur le fait que les scientifiques de l'époque, avec leur modèle d'hérédité par mélange, n'avaient donc pas tout à fait tort. C'était juste incomplet. Et donc Mendel a eu l'honneur de travailler et de s'intéresser à ce sujet et de développer une théorie plus complète. Eh bien, je te remercie pour ton attention et je te dis à bientôt. Salut!